Assurance donnée par le président du groupe financier au Premier ministre qui est à Djeddah depuis hier. Ce matin, Django Sissoko a donc obtenu l'accord de la BID pour participer à la relance économique du pays. En Libye, l'Assemblée a adopté une loi qui exclut de la politique les anciens proches de Kadhafi. Cette loi votée à la quasi-unanimité menace plusieurs hommes politiques libyens encore actifs, dont des membres du gouvernement. La chronique santé s'intéresse une fois de plus à la malnutrition et à sa prise en charge. Ce soir, nous irons à l'unité de récupération nutritionnelle intensive de l'hôpital du Mali. Notez que depuis septembre 2012, aucun décès d'enfants lié à la malnutrition n'a été enregistré à l'hôpital du Mali. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 6 mai, bienvenue dans cette édition. Nous allons tout de suite à Djeddah, où se trouve le Premier ministre depuis hier dimanche. Sur place, Django Sissoko s'est rendu au siège de la BID. Il a obtenu l'engagement de la BID auprès du Mali pour la relance économique et la reconstruction du Nord. Le président aujourd'hui la route d'accès. Le récit de nos envoyés spéciaux, Youssouf Touré et Aboubakar Traoré. Important de la famille de la Oumma islamique que le président de la Banque islamique de développement a accueilli le Premier ministre du Mali. Immédiatement, Ahmed Mohamed Ali, qui connaît bien le Mali pour y avoir séjourné plusieurs fois, a improvisé un entretien avec Django Sissoko pour s'enquérir des dernières nouvelles d'un pays meurtri, mais qui se remet debout selon le Premier ministre. Lundi matin, rendez-vous au siège du groupe de la BID. Toujours à l'accueil, l'emblématique président, 79 ans, mais bien loin encore de ménager ses efforts, surtout quand il s'agit du Mali, un pays qu'il porte dans son cœur de ses propres aveux. Après avoir fait connaissance, les délégations maliennes et de la Banque islamique de développement ont passé en revue le portefeuille de coopération. Ensuite, le Premier ministre Django Sissoko a dévoilé le contenu des doléances du Mali auprès de la BID pour relancer l'économie et reconstruire le tissu économique et social fortement laminé par la guerre. Le Mali a donc besoin de financement pour booster l'agriculture, étoffer les infrastructures et pour reprendre les chantiers bloqués ou dégradés au nord et au sud. Des requêtes jugées très bienvenues par le président du groupe de la Banque islamique de développement. Ces projets-là, comme il a bien souligné, c'est des priorités pour le Mali, mais également des priorités pour la Banque islamique de développement. Nous avons parlé également de la route transsaharienne. Et effectivement, cette route-là est très importante pour toute l'Afrique, surtout en ce qui concerne la connectivité entre l'Afrique du Sud du Sahara et le Nord, à travers l'Algérie. De réponses spontanées, idoines saluées par le Premier ministre. Il ne tarit pas d'éloges à l'égard du partenaire financier stratégique et sûr qu'est devenu la BID au fil des ans. J'ai parlé avec les dirigeants de la BID de nos besoins de développement dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation et du développement du secteur notamment. Et la BID s'est engagée à considérer comme prioritaire, elle aussi, tous ces projets, tous les projets de développement que nous avons dans ce secteur. Elle s'est surtout engagée à mobiliser d'autres bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds arabes, d'institutions arabes, alors pour prendre en charge de nombreuses préoccupations qui n'auraient pas pu être prises en charge par la conférence de Bruxelles. Je crois que ça, c'est un acquis, c'est un résultat majeur de cette visite, au cours de laquelle, évidemment, j'ai constaté que nous avons les mêmes priorités que la BID dans le domaine du développement. Outre l'engagement de la BID auprès du Mali, le Premier ministre a sollicité l'institution financière islamique à être le chef de file des fonds arabes pour garantir une bonne moisson à la prochaine conférence des donateurs du Mali à Bruxelles.
Nous revenons à Bamako pour parler de l'ouverture cet après-midi de la première session ordinaire 2013 du Haut Conseil des collectivités. La session qui va durer un mois permettra à l'institution de renouveler son bureau et de se prononcer sur certains textes qui lui ont été soumis par le gouvernement. Déjà, à la cérémonie d'ouverture, le discours du président du Haut Conseil a été marqué par certaines questions de l'heure, comme les élections de juillet prochain, la commission dialogue et réconciliation, ainsi que l'avenir de la décentralisation au Mali. Le compte-rendu est de Modibo Mariko. C'est parti pour un mois d'activité intense au Haut Conseil de collectivité. Un mois de session qui sera marqué par le renouvellement du bureau de l'institution ainsi que par l'examen de certains textes à elle soumis par le gouvernement. L'événement en attendant aura été le discours d'ouverture du président qui n'aura rien occulté de la crise qui traverse notre pays. De la mise en place de la commission dialogue et réconciliation aux élections de juillet en passant par l'avenir de la décentralisation, tout y passe. S'agissant par exemple de la commission dialogue et réconciliation, le Haut Conseil de collectivité salue sa mise en place, non sans donner des pistes pour la réussite de sa mission. La commission dialogue et réconciliation gagnerait à insérer dans son dispositif les chefferies traditionnelles, les communicateurs attitrés dépositaires des us et coutumes. Ces acteurs, au regard de la légitimité qu'ils incarnent, sont censés identifier responsable. Qualifiant les élections de juillet d'équation à plusieurs inconnus, le président n'ignore pas pour autant l'impérieuse nécessité de sa tenue. Oumarou Ag Mohamed Ibrahim appelle pour cela à l'implication. L'élection signifie d'opérer toutes les étapes du processus dans les délais légaux. Pour ce faire, gouvernement, partis politiques, tentent serrer les coudes pour gagner le pari ensemble pris. Tant il est vrai que les fichiers biométriques, bien que très appréciés par les mains, ont des lacunes très diverses. Le développement des régions du Nord et de celui de tous les restes du pays passe par la décentralisation certes, mais en évitant certaines erreurs du passé comme le non-transfert des ressources. Affecter aux collectivités territoriales les compétences et les ressources nécessaires et veiller scrupuleusement à ce que celles-ci soient sainement utilisées dans l'intérêt exclusif des populations. Ceci nous paraît d'autant pertinent que notre conviction profonde demeure que la vraie décentralisation, perçue tel un levier de développement à la base, aux revendications liées à la malgouvernance. Autre erreur à éviter pour la sortie des crises, c'est celle de privilégier les groupuscules armés pour des négociations au détriment des représentants légitimes des communautés à la base. Et à suivre l'intégralité du discours du président du Haut Conseil des collectivités après ce journal. Les directeurs des services des forces armées étaient à Gao vendredi dernier pour s'enquérir des conditions de travail et de vie des militaires engagés au combat. Après la visite, les directeurs étaient plutôt satisfaits du travail effectué sur le terrain par leurs hommes. Les détails avec nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Eu égard à la lourde mission de défense de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et de leurs biens, il va de soi que les forces armées du Mali soient mises dans les conditions optimales de travail. Et depuis un certain temps, les autorités militaires œuvrent pour cela. Avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, les directeurs des services des forces armées du Mali sont venus voir et comprendre les problèmes des hommes déployés sur les théâtres des opérations à Gao. Le constat est très satisfaisant. J'étais venu pour constater et me rendre compte de l'état d'équipement de nos formations en véhicules roulants, en armement. Et j'ai trouvé que le taux d'équipement de nos unités est largement suffisant pour relancer la mission de reconquête du territoire. Après une prise de contact avec le poste de commandement de l'opération Badenko, ponctuée d'une visite sur le terrain, les directeurs se sont fait une idée des problèmes quotidiens de leurs hommes. C'est donc dire qu'ils seront sûrement attentifs au traitement de toutes les questions qui leur sont soumises. J'ai vu des soldats motivés, j'ai vu des soldats entièrement acquis aux objectifs prochains des forces armées maliennes. Donc, on dit un problème une fois identifié et à moitié résolu, nous allons mettre avec
le soutien du politique, les bouchées doubles pour qu'on soit au plus près d'eux en vue d'exister, en vue de durer et de mener à bien ces missions-là. Au niveau des transports, le constat n'est pas très différent. Nous avions un déficit matériel incroyablement élevé il y a juste 4 mois. Du matériel a été acquis. Comme vous le savez, les moyens de transmission est pratiquement impossible. Restons à Gao, où le drapeau malien flotte de nouveau sur l'hôtel de ville, mais depuis dernier, dans le bâtiment annexe qui vient d'être rénové. Les travaux ont été réalisés sous fonds propres de la mairie. Le lancement des activités a enregistré la présence des autorités de Gao et de... La reprise des activités de la mairie de Gao est un signe fort du retour de la paix dans la cité des Askia. Une mairie restée fermée pendant plus d'1 an. Cette même mairie avait été d'éléments, ce qui a valu le bombardement des locaux infiltrés par des terroristes en fin février. Ils ont saccagé les locaux, tenté de s'accaparer les documents des services domanial et du cadastre. J'ai demandé personnellement à certains de mes conseillers de récupérer tous les documents des domaines et du cadastre qui sont tous sauvés, Dieu merci. Le Mali et les alliés ont libéré Gao. J'ai décidé, avec mes conseillers, de reprendre nos activités au plus grand bonheur de notre population. Le préfet de Gao a exhorté les enfants tout au long des opérations. Pour que la sécurité, la sérénité soient à Gao, il va falloir que chacun de nous s'engage sincèrement, loyalement pour notre pays, pour notre cité. Bouter le terrorisme hors de nos frontières. Les militaires ont joué leur partition. Il nous appartient aujourd'hui, nous, de jouer la... En profit de la cérémonie pour remettre plus de 400 000 francs comme contribution à l'effort de guerre. Sur un tout autre domaine, la pêche se porte plutôt bien à Mopti. De l'élevage et de la pêche qui a échangé ce dimanche avec les professionnels du secteur à Mopti. Mais avant, Diane Mariam Kone avait visité le marché à poissons et les services régionaux Mousdoumbia. C'est par les débarcadères de Mopti en construction et la direction du pas de pêche qu'a commencé cette visite de terrain du ministre de l'élevage et de la pêche. Ici, les travaux ont débuté en mai 2009 pour un délai de 10 mois. À 68% des taux de réalisation, ces travaux ont été interrompus pour un problème de marché. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus au marché à poissons de Mopti pour s'imprégner des réalités du secteur. En ce qui concerne, en tout cas, le port de pêche de Mopti, nous allons prendre en charge les préoccupations. Le ministre Diane Mariam Kone a aussi visité les structures régionales relevantes de son département avant de rencontrer les acteurs de l'élevage et de la pêche. Les professionnels de ces secteurs ont évoqué des préoccupations relatives à la conservation du temps, l'organisation des cadres de concertation pour la transhumance, l'ensablement du fleuve et la situation sécuritaire. Il faut reconnaître qu'il y a quelques problèmes et nous venons de discuter tout à l'heure de ces problèmes et nous espérons ensemble qu'on trouverait la solution. Le ministre de l'élevage et de la pêche a aussi échangé avec le conseil communal sur la gestion du port de pêche de Mopti. Ici à Bamako, l'Institut national de prévoyance sociale a tenu ce matin la première et la deuxième session de son conseil d'administration. La première était consacrée à l'assurance maladie obligatoire et la seconde était relative au budget 2013. Les deux sessions de l'UNPS étaient présidées par Siaka Diakité, secrétaire général de l'UNTM. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Essentiellement consacré à l'assurance et globalement la 70e examinera le rapport d'activité du directeur général au titre de l'exercice 2012, budget rectificatif de 2012 de l'AMO. Le plafond AMO était de 32 210 assurés principaux et 13 571 ayant droit. 593 millions
337 729 francs CFA de cotisation sur une prévision 169 274 853 francs CFA, soit un taux de réalisation de 82,75%. Encore plusieurs milliers de non-adhérents. Ainsi, au 31 décembre 2012, 34 730 de l'administration, des banques et assurances et des mines ont été enregistrés, soit un manque à gagner de plus de 17 milliards au 31 décembre 2012. En second lieu, s'est tenue la 71e session du conseil d'administration de l'INPS, la deuxième de l'année en cours consacrée essentiellement au budget 2013 et au rapport d'activité 2012 du directeur général de l'Institut. Est arrêté en recettes à 93 milliards 209 millions et en dépenses à 82 milliards 854 millions 781 900 avec un excédent prévisionnel de 10 milliards 354 millions 423 000 francs CFA. Le président du conseil d'administration s'est félicité de la maîtrise des dépenses, ce qui permettra de faire face aux dépenses d'équipement, à l'amélioration des conditions de travail. Actualité internationale, sachez que demain, 7 mai, aura lieu à Dakar la cérémonie de lancement du document unique du transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali, au cours d'une cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre de la République du Sénégal. Notre pays est représenté par une importante délégation composée du ministre des Transports et de l'Équipement et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, du ministre délégué au budget, Marempa Samoura, ainsi que des premiers responsables des organisations fêtières du secteur privé. Hautes autorités du Sénégal et du Mali de fluidifier les échanges commerciaux entre nos deux pays. En Libye, l'Assemblée a adopté une loi qui exclut à la quasi-unanimité menace plusieurs hommes politiques libyens encore actifs, dont des membres du gouvernement. Un air de fête flotte. C'est l'adoption de la loi dite d'exclusion politique, une loi qui interdit aux anciens collaborateurs de Mouammar Kadhafi de participer à la vie politique. Ces manifestants veulent qu'elle s'applique même à ceux qui sont passés dans l'opposition. S'ils ont fait défection à l'ancien régime, on les en remercie, mais on veut des gens neufs pour diriger l'État, pas les mêmes personnes. Depuis le 28 avril, des manifestants et surtout des milices cernent les ministères de la Justice et des Affaires étrangères à Tripoli. Objectif, faire pression pour l'adoption de cette loi d'exclusion politique. Et cela a fonctionné. Alors que le Parlement travaillait sur ce texte depuis des mois, il a été voté dimanche à la quasi-unanimité. La loi stipule que toute personne en 1969 et 2011 ne peut plus exercer de poste à responsabilité. Le rôle de cette loi est de préserver la révolution. Cela permet aussi de créer une façon de penser de l'ancien régime. Une commission simple pour l'aspect actuel des députés et elle maintenait le siège des ministères. Dans le prix historique de néo-nazis en Allemagne, qui s'est ouvert ce lundi à Munich, a été ajourné au 14 mai aux grandes dames des familles des victimes. Le procès de Beate Schäpe, ce assassinat, devrait permettre la discussion sur le problème du racisme en Allemagne. 600 témoins et plus de 2 ans d'audience pour un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi à Munich, présenté par la presse allemande comme l'incarnation du mal. Membre du groupuscule néo-nazi NSU, elle est jugée pour son rôle dans une série de 9 meurtres racistes contre des personnes d'origine grecque et turque entre 1998 et 2011. Après le suicide de ses 2 acolytes, Beate Schäpe s'est livrée à la police en novembre 2011. Depuis, elle refuse de s'exprimer. Je suis absolument convaincu que l'accusation de complicité contre Beate Schäpe dans ces meurtres commis par Uwe Bonhardt et Uwe Mundlos ne tiendra plus avant la fin du procès.
4 autres personnes accusées de complicité comparaissent aux côtés de Beate Zschäpe. La police et les renseignements intérieurs sont soupçonnés de graves dysfonctionnements et d'un aveuglement coupable. Car longtemps, les familles des victimes ont été accusées à tort et jamais la piste xénophobe n'a été. Les régimes sont venus manifester leur colère. Nos clients attendent des clarifications. C'est pourquoi je veux pousser dans leur analyse que les erreurs commises par l'État dans cette enquête n'ont pas leur place dans ce procès. En avril dernier, la chancelière Angela Merkel avait présenté ses excuses à l'ONU pour les erreurs commises. Ce procès doit permettre une discussion sur le problème de la violence d'extrême droite et du racisme en Allemagne. Retour à l'actualité nationale, une délégation de l'ONG espagnole de terrain sur 3 sites dans la ville de Cutiala. L'ONG intervient principalement dans le cadre de l'emploi des femmes et vient d'inaugurer un centre de formation des femmes coopératives et transformatrices des produits locaux de la commune rurale de Songo d'Oubakoré dans le cercle de Cutiala. Envoyés spéciaux Gausso Touré et Garibou Pérou. Au cours de cette visite de terrain, les femmes de l'association Timinandia devaient que leur réalisation émerveiller la présidente de l'ONG espagnole MZC. Elles ont démontré à la visiteuse du jour et à sa délégation que rien ne se perd, tout se transforme. Elle joue un rôle très important dans l'économie familiale. L'ONG nous a beaucoup aidés car nous arrivons maintenant à payer les frais des études de nos enfants. Moi-même, à 3 millions, ce que ces femmes peuvent générer comme bénéfice par mois. La question liée à la vie de la femme rurale est préoccupante au Mali. Il n'y a pas de vraie démocratie, c'est-à-dire que les femmes ont laissé entendre les responsables politiques et administratifs de la localité. L'ONG donne une activité rémunératrice pour ces femmes-là en situation pour quand même faire face aux multiples difficultés rencontrées par la femme. Des difficultés qui ont pour nom le manque d'emploi, la pauvreté aiguë. Ici, ces femmes produisent 200 tonnes de savon par mois grâce à un financement de 20 millions de francs CFA de la part de l'ONG espagnole MZC. Elles comptent industrialiser la production, ce qui justifie d'ailleurs leur à augmenter la production et de faciliter la commercialisation. Voilà, culture, le séjour de l'apprentissage a été présenté ce week-end à Kati. C'est l'œuvre de l'écrivain malien Sérafili Django intitulée « Il pleut sur le Nord » qui a servi de support à l'initiative. Depuis plus d'1 an, avec une mise en scène des élèves de l'école Tiwara de Kati Koko. Reportage de Nouroum Sissoko. L'intégrité et la laïcité de notre pays ne sont pas négociables. C'est la montagne et la neige. C'est normal, il faut le dire. Le choix du thème « Il pleut sur le Nord » est révélateur. Selon les initiateurs, il s'agit d'expliquer aux jeunes générations les causes lointaines et qui se passe au Mali actuellement. Tout le monde est conscient de cela. Donc maintenant, il est temps aussi que les enfants sachent la vérité. L'auteur a été agréablement surpris par le talent des élèves. Je suis vraiment ému par ce que je viens de voir et d'entendre. Les enfants qui viennent d'interpréter ce texte qui est né par hasard. Il y a des coïncidences peut-être. Et quand on m'a dit d'ailleurs que ce sont les enfants qui vont interpréter ces textes, les élèves de l'école Tiwara ont l'habitude d'une telle prestation, puisque l'établissement a dans ses activités pédagogiques l'art et la culture. Kalan Kanu ou l'amour de l'apprentissage à travers ce thème agité pour tous. Le représentant des autorités scolaires a apprécié cette approche pédagogique qui, selon lui, peut aider à l'ancrage de la citoyenneté dans nos écoles. Le premier coup de clap du film, intitulé « Mon pays », a été donné ce matin à l'école de la paix à Badala Bogosema par le ministre de la Culture Brumaïga. Ce court-métrage de 6 minutes sorti de crise. L'œuvre invite également les enfants à la culture de la citoyenneté. Cette fiction d'un coût de 12 650 000 francs CFA qui verra la participation du Centre national de la production cinématographique CNCM en partenariat avec la coopération suisse. Pour plus de précisions, écoutons le réalisateur du film, Ladi Diakité. Il est au micro de Modibo Soiré. 10 premières. Le
film il est conçu dans l'esprit d'une leçon modèle. Leçon modèle dispensée aux élèves de la fondamentale en cours d'année scolaire, surtout au début de l'année scolaire. L'histoire du film porte sur une question piège. Il s'agit en fait d'une épreuve au cours de laquelle le maître demande à ses élèves de prendre une pierre avec un seul doigt, alors que l'on sait, avec un proverbe bambara, qu'il n'est pas possible de prendre, qu'un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. Cet exercice, en fait, sert de prétexte au maître pour introduire et développer l'un des symboles de notre pays, la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Pourquoi le titre Mon pays? Mon pays, parce que nous nous trouvons dans une situation dramatique, je dirais, et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à ce pays pour qu'il retrouve la paix et la sérénité. L'objectif de ce film, c'est d'amener nos enfants à une culture de la citoyenneté. Parce que plus nos enfants seront formés et préparés sur ce terrain, mieux le pays sera en fait bien préparé, bien armé pour pouvoir faire au genre d'épreuves douloureuses ou la situation dramatique que nous vivons actuellement. Le tournage c'est pour 5 jours et puis le film il sera prêt d'ici un mois pour la diffusion. Bon, on espère que sera diffusé aussi bien sur les chaînes nationales que sur les chaînes privées. En plus, nous avons l'idée de donner le film aux écoles qui en feront la demande pour servir de leçons modèles. 7e art, toujours notre compatriote et réalisateur, Cheikh Oumar Sissoko, a été élu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI. L'élection a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, hier soir, à l'issue du 9e congrès de l'Organisation des professionnels du cinéma africain. Ce congrès a également adopté un nouveau statut et règlement intérieur. Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture entre 2003 et 2007, a réalisé de nombreux films, dont Gimba le Tyran, qui a obtenu en 1995 les talents de Yeninga, la récompense suprême du FESPACO. Voilà, félicitations à Cheikh Oumar Sissoko, qui vient donc d'être élu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Sport, football, 2 matchs étaient au compte de la 22e journée du championnat national de Ligue 1. Victoire précieuse de l'AS Bakarijan en déplacement 1-0 face au COB. Auparavant, la rencontre phare de cette journée a été remportée 4-0 par le Djoliba AC devant l'AS Real de Bamako. Désormais, les Rouges sont sur le podium. Le résumé des 2 rencontres avec Aldio Matina. AS Real de Bamako Djoliba Athletic Club de cette 22e journée est un duel entre prétendants au podium. Mais une victoire des Scorpions compromettrait les ambitions des Rouges de Bamako. C'est pourquoi après l'entame, l'équipe de Hermakono n'a pas tardé à afficher sa volonté dès la 5e minute. Vous avez parfaitement vu, Khalifa. Ce démarrage idéal va mettre en confiance le Djoliba Athletic Club qui va continuer à aller de l'avant. C'est là aux grandes dames de la défense du Real qui est prise à la limite du hors-jeu à la 21e minute. La passe lumineuse d'Idrissa Balo est transformée par Maourou Siribé. Inoffensive jusque-là, le Real, par l'entremise d'Alou Badrassila à la 23e minute, va se signaler. Mais Chexi s'interpose. L'AS Real qui se découvre va avoir du mal à contenir les assauts des attaquants Djolibis. Après une chevauchée d'Amara Mali à la 35e minute, Mamadou Siribé, en état de grâce, est au bon endroit pour enfoncer le clou, synonyme de son doublé de la soirée. Les Scorpions, complètement à travers de cette première mi-temps, perdront leur meilleur buteur, Moussa Koné, pour cumul de cartons. En infériorité numérique, ils vont toutefois parvenir à limiter le naufrage en ne prenant qu'un seul but en seconde période. Une réalisation d'Idrissa Namalako Traoré de toute beauté. À la 67e minute, c'est au tour du Djoliba Athletic Club des jeux à 10 après le 10e carton jaune de Bokar S. Koni. Score final 4-0 pour les Rouges qui ne sont plus qu'à 4 longueurs des Scorpions. Le Djoliba AC qui n'était plus sur le podium depuis la 10e journée est désormais 3e puisque le club olympique de Bamako qui occupait cette place n'a pu faire mieux qu'une défaite 1-0 contre l'AS Bakarijan. Le but de la formation de Braouli en rouge est intervenu à la 59e minute.
grâce à Seydou Traoré. Du coup, l'AS Bakaridjan met fin à 4 rencontres sans victoire et est bien parti pour assurer le maintien. Avec cette contre-performance, les Sobé quittent le podium, chose qui n'était plus arrivée depuis la 10e journée. Nous ouvrons notre page santé. La chronique du jour parle de la malnutrition et de sa prise en charge à l'hôpital du Mali. La structure reçoit dans son unité de récupération nutritionnelle intensive des enfants malnutris d'autres structures sanitaires de la commune 6. Les résultats enregistrés ici grâce aux différents partenaires sont encourageants. 0 décès d'enfants liés à la malnutrition depuis septembre 2012. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, la vigilance s'est accrue autour des enfants souffrant de malnutrition. La convergence des partenaires comme l'UNICEF, le PAM et Action contre la faim renforce les efforts du ministère de la Santé. Pendant les 5 derniers mois, 89 admissions d'enfants souffrant de malnutrition dans l'unité de récupération nutritionnelle intensive. Ici, on est conscient que la malnutrition est un problème sérieux aux diverses causes. Les causes de cette malnutrition chez les enfants, elles sont d'ordre multiple. Il y a les enfants de sous-poids de naissance et il y a des bébés qui ont la lactation faible ou inexistante même. Et puis les restrictions alimentaires, et puis les manques de vitamine A ou de zinc. La pauvreté aussi joue beaucoup, surtout dans le contexte malien et en général dans les pays en voie de développement. C'est la pauvreté qui est la principale cause même. Et la méconnaissance de ce qu'un enfant doit prendre comme aliment et à quel âge. La malnutrition désigne un état pathologique causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou de plusieurs nutriments. Insuffisance ou excès de nutriments, mais ce qui préoccupe le plus, c'est la sous-alimentation chez les enfants, puisque quand ceux-ci sont malnutris, ils sont exposés à plus de problèmes de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition intervient dans plus de la moitié des décès d'enfants, bien qu'elle soit rarement citée comme une cause directe. Selon une enquête de juillet 2012, la malnutrition est bel et bien présente à Bamako, donc en commune 6. On a fait une pour évaluer le taux, la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6. Et en juillet, cette enquête a été faite et l'enquête avait révélé que la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6 est de l'ordre de 10,3%, qui dépasse un peu largement le seuil d'alerte que l'OMS. Donc c'est pour vous dire qu'en milieu urbain, à Bamako, la malnutrition c'est une réalité. Ça existe et que nous sensibilisons la population. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, les enfants sont systématiquement dépistés selon le protocole national. La malnutrition en tant que telle n'est pas cause de consultation. Aucune maman ne nous vient en consultation uniquement ayant déjà l'idée que mon enfant est malnutri. Non, ils viennent pour autre pathologie. Et nous, consultation externe, systématiquement nous dépistons tous les enfants qui nous viennent. Donc c'est de là qu'on a des enfants malnutris. Et on les hospitalise, par exemple, quand il y a la malnutrition aiguë sévère, et ils sont hospitalisés en urénie. Et la prise en charge, elle est là parce qu'ils ont besoin des intrants qui ne sortent pas de l'hôpital. Mais l'arbre ne devrait pas cacher la forêt. Les ressources humaines sont disponibles, les intrants aussi pour la prise en charge. Les pédiatres et bien ne pas hospitaliser les malnutris avec complications avec les autres enfants. Une séparation reste une grande aspiration chez les chargés de lutte contre la malnutrition dans la plupart des urénies du Mali.
forces armées du Mali sont en deuil. 2 kamikazes à bord d'un véhicule bourré d'explosifs et un autre sur moto ont fait exploser leur charge sur un véhicule militaire, tuant du coup le chauffeur et le chef de bord. Cet attentat s'est produit après que nos militaires aient fini leur tir d'essai avec les armes lourdes. C'était au champ de tir d'Amakouladi. Le brigadier Bezo André Kone et le MDL chef Boubacar Traoré ont été inhumés ce dimanche après-midi à Gao en présence d'une foule nombreuse. Reportage de Daouda Sidiki Diara. Qui l'aurait cru? Le maréchal des logis chef Boubacar Traoré, alias Takala, et le brigadier Bezo André Kone étaient en mission commandée ce samedi à Amakouladi. Après avoir essayé leurs armes avec succès dans ce champ de tir, à 45 km environ de Gao, nos 2 militaires s'apprêtaient à regagner Gao en début d'après-midi avec leurs camarades. Mais hélas, le sort en a décidé autrement. Des kamikazes venaient d'endeuiller les FAMA, forces armées du Mali. C'est la suite à 2 attentats suicides, dont l'un à moto et l'autre à bord d'un véhicule 4x4 piégé. Les autorités administratives de Gao, la MISMA, les forces servales ainsi que les forces maliennes leur ont rendu un dernier hommage au camp numéro 2 de Gao. Selon le lieutenant Adama Bilal Maïga, commandant la 135e BA, le MDL chef Boubacar Traoré était un bon sous-officier, discipliné, courageux et travailleur, ce qui lui a valu la médaille commémorative de campagne et les autres formations des références dues à son rang. Quant au brigadier Bezo André, il a toujours donné le meilleur de lui-même partout où il a servi. C'est pourquoi il a été nommé à titre exceptionnel au grade de brigadier. Ils ont été accompagnés en leur dernière demeure par une foule nombreuse ce dimanche. Dormez en paix, braves soldats. Et cette autre mauvaise nouvelle, le Haut Conseil islamique du Mali et son bureau régional de Bomti sont en deuil. Gueladio général du bureau islamique s'est éteint hier dimanche. Que son âme repose en paix. Amen. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.